Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Nous allons commencer les contes d'hiver de Karen Blixen. Donc, Karen Blixen est née en 1885 près de Copenhague. Histoire du petit mousse. Très belle écoute à tous. Le navire à la Charlotte faisait voile de Marseille à Athènes par temps gris et sur une mer démontée après 3 jours de tempête. Simon, le petit mousse, cherchait, malgré le balancement du navire, à garder son équilibre sur le pont humide en se retenant à une voile. Il levait les yeux vers les nuages emportés par le vent et sur la vergue du grand perroquet. Un oiseau avait cherché refuge dans la nature et il s'était empêtré dans les cordages. Il faisait là-haut des efforts désespérés pour se dégager. Debout sur le pont, le gamin voyait l'oiseau battre des ailes et tourner la tête de tous côtés. Simon avait appris par l'expérience de sa propre vie qu'il ne faut compter sur l'aide de personne en ce monde, mais que chacun doit se tirer d'affaire seul. Cependant, ce combat muet et tragique le fascinait. Quel est donc cet oiseau ? Se demandait-il. Au cours des dernières journées, beaucoup d'oiseaux étaient venus se percher sur le gréement du 3-mâts, la Charlotte. Des hirondelles, des cailles et un couple de faucons pèlerins. Le jeune garçon pensait que l'oiseau devait être un faucon pèlerin. Il se rappelait que bien des années auparavant, dans son pays, il avait aperçu tout près de sa maison un faucon pèlerin perché sur une pierre. Mais il s'était envolé tout de suite. Simon se dit « Cet oiseau est comme moi. Autrefois il était là-bas, maintenant il est ici. » Il se sentait lié au faucon par une sorte de camaraderie, par le sentiment de participer à une tragédie commune, et le cœur battant, il contemplait l'oiseau. Comme il n'y avait aux alentours pas un seul marin pour se moquer de lui, Simon réfléchit au moyen de grimper le long des haubans pour délivrer le faucon. Il rejeta ses cheveux en arrière, retroussa ses manches, promena un long regard sur le pont et commença son ascension. Le balancement des agrès l'obligea à s'arrêter par 2 fois. Arrivé au sommet du mât, il vit qu'il avait affaire en effet à un faucon pèlerin. Celui-ci renonça à ses efforts quand sa tête et celle de Simon furent au même niveau, et il jeta au gamin un regard furieux de ses yeux jaunes et désespérés. Simon dut le retenir d'une main, tout en tirant de l'autre son couteau pour couper l'entrelacement des cordes. Il fut pris d'angoisse en regardant au-dessous de lui, mais en même temps, il se sentit fier de n'avoir obéi à l'ordre de personne et d'avoir tenté l'aventure de sa propre initiative. La mer, le ciel, l'oiseau et lui-même ne faisaient plus qu'un, et tout à coup, il fut rassuré. À l'instant où il délivra le faucon, le garçon faillit le lâcher, car l'oiseau lui fendit le pouce d'un coup de bec si fort que le sang coula. Simon se fâcha et riposta par une gifle sur la tête de l'animal, qu'il enfonça dans sa veste pour entreprendre la descente. En arrivant sur le pont, il y trouva le second et le cuisinier qui l'apostrophèrent rudement. Qu'avait-il donc à faire au sommet du mât ? Simon était si fatigué que ses yeux se remplirent de larmes. Il sortit de dessous sa veste le faucon qui resta tout tranquille dans ses mains, et il le montra aux 2 hommes.
Le second et le cuisinier se mirent à rire et s'en allèrent. Mais Simon déposa le faucon par terre sur le pont, curieux de voir ce qu'il allait faire. Au bout d'un moment, il se dit que l'oiseau était incapable de s'envoler tant qu'il resterait sur ses planches glissantes. Et il le posa sur un morceau de toile à voile. Un peu après, le faucon commença à lisser ses plumes, puis, d'un coup d'aile, il prit son vol. Le gamin le suivit des yeux et le vit planer sur la mer grise et agitée, et il pensait « C'est mon faucon qui vole là-bas ». Quand la Charlotte revint au port, Simon signa son engagement à bord d'un autre bateau, et 2 ans plus tard, il était matelot de 2e classe sur la goélette Hébé, mouillé à Bodø, tout au nord de la côte norvégienne, pour y prendre un chargement de harengs. Les navires affluaient de tous les coins du monde au grand marché de harengs de Bodø. On y voyait des bateaux suédois, finnois ou russes. C'était dans le port une forêt de mâts et à terre un grouillement de vie turbulente, sans compter la cacophonie des langues diverses et des nombreuses bagarres. Sur le rivage, des barques avaient été amarrées et des lapons, petits hommes jaunes aux gestes silencieux et aux regards attentifs, venaient vendre des objets de cuir brodés de perles. Simon n'avait jamais vu de lapon. On était en avril. Le ciel et la mer étaient si clairs qu'il était difficile de ne pas fermer les yeux devant cette éblouissante lumière qui s'étendait à l'infini. Un infini salé, plein de cris d'oiseaux tellement stridents qu'on aurait cru entendre quelqu'un aiguiser des couteaux invisibles dans tous les coins de l'horizon. La lumière de cette soirée d'avril surprenait Simon. Il ignorait la géographie et n'attribuait pas la clarté à la latitude de Bodø, mais il y voyait une preuve de la bienveillance de l'univers à son égard. Le jeune garçon avait toujours été petit pour son âge, mais il avait grandi et s'était fortifié pendant le dernier hiver. Cette heureuse chance, pensait-il, devait provenir de la même source que la douceur de l'air. C'était une nouvelle faveur qui lui était accordée. De tout temps, il avait eu besoin d'être soutenu, encouragé, car il était d'un naturel timide. Mais à présent, il n'en demandait pas plus qu'il ne lui était accordé. C'était son affaire à lui de se charger du reste. Il circulait lentement et fièrement à travers la ville. Un soir qu'il était en permission à terre, il se dirigea vers la baraque d'un marchand russe qui vendait des montres en or. Tous les marins prétendaient que ces montres étaient en vil métal et ne marchaient pas, mais il les achetait quand même pour en faire parade. Simon regarda l'étalage pendant un long moment, mais n'acheta rien. Dans la boutique du vieux juif, il y avait des marchandises diverses, entre autres une caisse d'oranges. Simon avait goûté des oranges et au cours de ses voyages. Il en acheta une et l'emporta dans l'intention de sucer le fruit sur une colline d'où il apercevait la mer. Comme il atteignait les limites de la ville, il aperçut de l'autre côté d'une palissade une petite fille en robe bleue qui le regardait. Elle devait avoir de 13 à 14 ans, mince comme une anguille. Elle avait un visage rond et frais, semé de taches de rousseur et 2 longues nattes. Les regards de Simon et de la petite se croisèrent. « Que cherchent donc tes yeux ?» fit le jeune marin, pour dire quelque chose. Un sourire orgueilleux fit briller les yeux de la fillette qui répondit « Celui que j'épouserai un jour ?» L'expression du visage en face de lui rendit Simon tout joyeux et plein de confiance. « C'est moi peut-être, dit-il. Oh oh, celui qui sera mon mari est plus âgé que toi. Voyons donc, tu n'es toi-même qu'une petite fille. » La petite prit un air solennel et hocha lentement la tête. « Oui, oui, dit-elle.
Et quand je serai grande, je te garantis que je serai très jolie, et je veux avoir un chapeau et des souliers à hauts talons. Veux-tu une orange ? Proposa Simon, qui ne pouvait rien lui offrir de ce qu'elle demandait. Elle jeta un coup d'œil sur l'orange, et puis regarda Simon qui ajouta : « C'est un fruit très bon à manger. Pourquoi alors ne le manges-tu pas, toi ? » « Oh, j'en ai tant mangé au temps où j'étais à Athènes, mais celle-ci je l'ai payée 1 mark. »« Comment t'appelles-tu ? » demanda la petite. « Je m'appelle Simon, et toi ? » ?»« Nora. »« Que veux-tu que je te donne pour ton orange, Simon ?» En entendant Nora prononcer son nom, Simon fut pris d'une grande audace. « Veux-tu me donner un baiser en échange ? » dit-il. Nora le considéra pendant un moment avec un grand sérieux, puis elle répondit : « Oui, je veux bien t'embrasser. » Et Simon eut aussi chaud que s'il avait couru très vite. Et lorsque Nora tendit la main pour recevoir l'orange, il saisit cette main. Mais en cet instant, quelqu'un appela Nora de l'intérieur d'une maison. « C'est mon père, » dit la petite fille. Elle voulut lui rendre l'orange, mais il refusa de la prendre. « Alors reviens ici demain, et je te donnerai un baiser, » fit-elle en se sauvant vers la maison. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu, puis il regagna son bateau. Simon n'avait pas l'habitude de faire des projets d'avenir, et il ne savait trop s'il retournerait voir Nora. Le lendemain soir, il dut rester à bord tandis que les autres hommes de l'équipage descendaient à terre. Mais il n'en s'en inquiéta guère, pensant rester sur le pont avec Balthazar, le chien du bateau, et s'amuser à jouer de l'accordéon, car il avait acheté un petit instrument quelque temps plus tôt. La soirée était claire, le ciel faiblement rose de tous côtés. La mer parfaitement calme prenait une teinte laiteuse, sauf dans le sillage de la chaloupe qui voguait vers le rivage. Les flots en se brisant luisaient du plus pur indigo. Au bout d'un moment, la musique de Simon lui parla avec une telle insistance qu'il s'arrêta de jouer et leva les yeux. Il vit alors que la pleine lune brillait au ciel, mais sa lumière ne paraissait pas du tout nécessaire tant le ciel était lumineux par lui-même. On eût dit que la lune n'y était venue que par caprice. Elle était toute ronde et avait un air arrogant et un peu narquois. À la voir ainsi, Simon comprit qu'il lui fallait aller à la terre quoi qu'il dût lui en coûter. Mais comment partir puisque les autres avaient pris le you-you ? Le jeune garçon restait indécis sur le pont, silhouette solitaire d'un petit matelot sur un navire désert. Quand il aperçut un you-you d'un bateau du port, il le héla. L'équipage russe du voilier Anna se rendait sur le rivage. Quand ces hommes comprirent ce que voulait Simon, ils l'emmenèrent. La première chose qu'ils firent, ce fut de lui demander le prix de la traversée, mais ils le lui rendirent aussitôt en riant. Simon se disait : « Ces gens doivent croire que je vais en ville courir les filles. » Et son orgueil en fut flatté, mais il savait parfaitement que ses compagnons se trompaient. Arrivés à terre, les autres l'invitèrent à entrer dans une taverne pour boire un verre avec eux, et il n'osa pas refuser à cause de la complaisance qu'ils lui avaient témoignée. L'un de ces Russes était un géant. Il avait la carrure d'un ours. Il dit à Simon qu'il s'appelait Yann. Il se saoula dès les premiers moments et se prit pour le jeune marin d'une affection maladroite, le tapotant de ses grosses mains, qui ressemblaient à des pattes d'ours, lui souriant et riant de joie en le regardant. Il lui fit cadeau d'une montre avec sa chaîne et l'embrassa sur les 2 joues. En recevant la montre, Simon réfléchit qu'il devait bien aussi offrir un cadeau à Nora quand il la reverrait. Et dès qu'il parvint à se débarrasser des Russes,
Il courut à une boutique qu'il connaissait et acheta un petit mouchoir de soie bleu, de la même couleur que les yeux de la fillette. C'était un samedi soir, et les rues étaient pleines de monde. Les promeneurs venaient par bandes, tous avaient envie de passer la nuit à s'amuser. Quelques-uns chantaient à pleine gorge. Dans cette foule joyeuse et débordante de vie, Simon se sentait un peu étourdi par son escapade et la boisson forte du cabaret. Il enfonça le mouchoir dans sa poche. Jamais encore il n'avait touché de la soie. Ce mouchoir était un cadeau destiné à sa bonne amie. Ne se rappelant pas le chemin qu'il fallait prendre pour aller à la maison de Nora, il s'égara et se retrouva à son point de départ après avoir erré longtemps. Il fut alors saisi d'une peur affreuse d'être en retard et il se mit à courir. Dans un étroit passage entre deux cabanes de bois, il se heurta à un gros homme, encore une fois. Il rencontra Ivan. Le Russe l'entoura de ses bras et le retint comme dans un étau tout en criant. « Quelle chance! Quelle chance! J'ai enfin retrouvé mon poulet. Je t'ai cherché partout. » Le pauvre Ivan pleurait parce qu'il avait perdu son ami. Le jeune marin cria « Laisse-moi !» Mais Ivan ne l'écouta pas. « Oh, oh !» fit-il, « je ne te lâcherai pas. Je t'accompagnerai partout où tu voudras aller et je te donnerai tout ce dont tu auras envie. Mon cœur et mon argent sont à toi, rien qu'à toi. Fais-en ce que tu veux. Moi aussi j'ai eu 16 ans et j'étais un petit agneau de Dieu. Cette nuit je veux de nouveau être ce petit agneau. « Lâche-moi !» cria encore Simon. « Je suis pressé. » Mais Ivan le tenait si serré d'une main qu'il lui faisait mal, et de l'autre il le caressait en disant « Compte sur moi, mon petit ami. Rien ne nous séparera plus. J'entends venir les autres. Nous passerons ensemble une nuit dont tu te souviendras quand tu seras un vieux grand-papa. » Tout à coup, il pressa le jeune garçon contre sa poitrine comme un ours qui emporte une brebis. Simon perdit la tête en sentant le contact odieux de ce corps d'homme, de cette masse de chair, tout contre lui. Il vit par la pensée Nora qui l'attendait, svelte et gracieuse, comme un petit voilier dans la brume légère. Et il se vit, lui, emprisonné dans la chaude étreinte de cet animal velu. De toute sa force, il frappa Ivan en criant « Je te tuerai, Ivan, si tu ne me lâches pas !»« Va, tu me remercieras plus tard !» chantonna Ivan. Simon fouilla sa poche à la recherche de son couteau qu'il ouvrit. Comme il ne pouvait lever la main, il enfonça d'un geste furieux la lame sous le bras du gros homme. Presque aussitôt le sang jaillit et coula le long de sa manche. Le chantonnement d'Ivan s'arrêta court, son étreinte se desserra, et de grognements sourds montèrent à ses lèvres. Une seconde plus tard, il s'affaissa sur les genoux. « Pauvre Ivan !» murmura-t-il, puis il tomba face contre terre. Au même instant, Simon entendit les autres marins qui arrivaient en chantant par une rue latérale. Il prit le temps d'essuyer son couteau et de regarder la flaque de sang qui s'élargissait sous le grand corps écroulé. Puis il prit ses jambes à son cou. L'espace d'une seconde, il s'arrêta pour choisir le chemin qu'il allait prendre. Derrière lui, les marins poussaient des cris d'effroi à la vue de leurs camarades. Simon se dit « Il faut que je descende au rivage pour me laver les mains dans la mer. » Pourtant, il n'en fit rien. Et courut dans la direction opposée. Un peu plus tard, il se trouva sur le sentier qu'il avait suivi la veille, et ce sentier lui parut aussi familier que s'il s'y était engagé des centaines de fois. Il ralentit le pas,
regarda autour de lui et soudain aperçut Nora, debout de l'autre côté de la barrière, comme la veille. Elle était tout près de lui dans la clarté lunaire. Chancelant hors d'haleine, il tomba à genoux, incapable de parler. La petite fille le regardait. « Bonsoir, Simon, dit-elle. Je suis restée longtemps à t'attendre. » Et elle ajouta un peu après, presque timidement. « J'ai mangé l'orange. »« Nora !» s'écria le jeune garçon. « J'ai tué un homme. » Stupéfaite, elle le considéra, les yeux dilatés, mais sans faire un geste. « Pourquoi l'as-tu tué ? » ?»« Pour venir ici, car il voulait me retenir, il était mon âme. » Se redressant, Simon dit encore en fondant en larmes. « Il m'aimait. » Nora reprit lentement et comme absorbée par ses pensées. « Tu voulais venir ici sans me faire attendre ? » « Peux-tu me cacher ?» demanda Simon, « car ils sont à ma poursuite. »« Non, » répondit Nora, « je ne peux pas te cacher. Mon père est passeur à Bordeaux, et il les laissera te prendre s'il apprend que tu as tué un homme. »« Alors donne-moi quelque chose pour m'essuyer les mains. »« Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains ?» demanda Nora, en faisant un pas vers lui. Il lui tendit ses deux mains. « Est-ce ton propre sang ? » « Non, c'est le sien. » Nora refit en arrière le pas qu'elle avait fait en avant. Simon s'écria. « Tu me hais, n'est-ce pas ?»« Non, je ne te hais pas, mais mets tes mains derrière le dos. » Il fit ce qu'elle lui demandait, et elle, s'approchant de lui de l'autre côté de la palissade, jeta ses bras autour du cou du jeune garçon. Elle pressa son corps svelte entre les intervalles de la palissade et embrassa Simon. Le contact de son visage était doux et frais comme le clair de lune, et Simon eut un vertige quand elle le lâcha. Ce baiser avait-il duré une seconde ou une heure ? Nora restait debout devant lui, les yeux grands ouverts. « Maintenant, dit-elle avec fierté, je te promets que jamais je ne me marierai si ce n'est avec toi. » Simon cachait toujours ses mains dans son dos, comme si elle les avait attachées. « Mais à présent, sauve-toi, dit-elle, car ils viennent. » Ils restèrent une minute les yeux dans les yeux, puis elle dit « N'oublie pas, Nora. » Alors il se retourna et s'enfuit. Il sauta par-dessus une clôture et par-dessus une autre encore. Mais quand il se trouva entre les maisons, il ralentit le pas. De quel côté devait-il aller ? En passant devant une porte derrière laquelle il entendait de la musique et un bruit de voix. Il poussa le ventail et entra. La salle était pleine de gens qui dansaient à la lumière d'une lampe à pétrole suspendue au plafond par une chaîne. Un nuage de poussière montait du plancher. Il y avait plusieurs femmes dans la pièce, mais beaucoup d'hommes dansaient entre eux. Et ils riaient, se balançaient, tapaient du pied. Un moment après l'entrée de Simon, la foule se retira contre les murs pour laisser la place à deux marins qui s'exhibaient dans une danse de leur pays. Simon pensa. Dans un instant, les hommes d'équipage du bateau vont entrer ici en quête du meurtrier de leurs camarades. Et en voyant mes mains, ils sauront que c'est moi qui ai tué Ivan. Les quelques minutes qu'il passa le dos appuyé contre le mur de la salle de danse, au milieu de ces danseurs joyeux et couverts de sueur, furent de grandes importances pour Simon. Il avait l'impression de grandir en ces courts instants et d'être brusquement devenu un homme comme les autres. Il ne maudit pas son destin et ne se plaignit pas. Simon avait tué un homme et il avait embrassé une jeune fille. Que demander de plus à la vie ? La vie, elle, ne lui en demandait pas davantage. Simon était un homme pareil aux autres hommes qui l'entouraient. Il allait mourir comme tous les autres mouraient un jour.
Il ne fit pas attention à ce qui se passait dans la salle avant de s'apercevoir qu'une femme venait d'entrer. Elle s'arrêta au milieu de la pièce et promena ses regards de tous côtés. C'était une vieille femme, large et courtaude, en costume lapon, et elle se dressait sous la lampe avec une fierté majestueuse, comme si toute la maison lui eût appartenu. On voyait bien que la plus grande partie de l'assistance la connaissait et la craignait un peu malgré les rires de quelques hommes. Quand elle éleva la voix et parla, tout le monde se tut dans la salle de danse. « Où est mon fils ?» dit-elle d'une voix perçante qui rappelait un cri d'oiseau. Une seconde plus tard, elle fixait Simon du regard, et elle fendit la foule qui s'ouvrit sur son passage. Puis elle avança sa vieille main noire et décharnée, et prit le jeune homme par le bras en disant « Rentrons chez nous, tu n'as pas besoin de danser ici cette nuit. Il t'arrivera peut-être encore de devoir faire des bonds plus hauts que ceux dont tu as envie maintenant. » Simon recula un peu. Il la croyait prise de boisson. Mais lorsqu'elle le regarda en face de ses yeux jaunes, il eut l'impression que ce n'était pas leur première rencontre et qu'il ferait bien de l'écouter parler. La vieille femme le tira à sa suite à travers la pièce et il la suivit sans dire un mot. « Ne lui donne pas une trop forte raclée à ton garçon, Suniva, » cria un des hommes dans l'assistance. Il n'a rien fait de mal, il avait simplement envie de voir danser les autres. Au moment où Suniva et Simon franchissaient la porte, il y eut un grand bruit dans la rue et un flot de gens se précipita vers la maison. Un des coureurs s'arrêta et jeta un coup d'œil du côté de Simon, puis il reprit sa course. Pendant que le jeune garçon et sa compagne suivaient les ruelles entre les cabanes, Suniva tendit le bord de sa jupe à Simon et dit « Sèche tes mains à cet ourlet. » Ils ne mirent pas longtemps à se trouver devant une petite maison de bois. Suniva s'arrêta. La porte était si basse qu'il fallait se baisser pour entrer. La vieille Laponne précédait Simon. Avant de pénétrer dans la cabane, il leva la tête. La nuit s'était voilée de brume et la lune avait un halo. La chambre de la vieille femme, petite et sombre, ne possédait qu'une seule fenêtre. Une lanterne posée par terre déversait une faible lumière. Des peaux de renne et de loup remplissaient l'étroit espace, sans compter des bois de renne dont les lapons fabriquent des boutons et des manches de couteau. La cabane sentait le rance, il y faisait étouffant. Dès qu'ils furent entrés, la femme se tourna vers Simon et de ses mains dures et décharnées, elle sépara ses cheveux par une sorte de raie et les aplatit en arrière des deux côtés à la manière Laponne. Puis elle dit, enfonça jusque par-dessus les oreilles un bonnet de lapon et recula de quelques pas pour contempler son œuvre. « Assieds-toi sur mon escabeau, dit-elle, mais auparavant sors ton couteau de poche. » Sa voix et ses gestes exprimaient une telle autorité que Simon ne songea même pas à résister à ses ordres. Il s'assit sur l'escabeau, les yeux fixés sur ce visage plat et brun, dont toutes les petites rides disparaissaient presque sous une couche de graisse et de saleté. Tandis qu'il restait à contempler Suniva, il entendit qu'on courait dans la rue. Puis quelqu'un frappa à la porte, s'arrêta un moment et frappa encore. La vieille femme prêta l'oreille, mais elle resta silencieuse comme une souris. Le jeune garçon se leva. « C'est à moi qu'ils en veulent, » dit-il. « Inutile de me cacher. Il vaut mieux pour toi que tu me laisses les rejoindre. »« Donne-moi ton couteau, » dit Suniva. Quand il le lui tendit, elle enfonça la lame droite dans son propre pouce. Le sang gicla et elle le fit couler sur toute sa robe. Puis elle cria « Entrez donc !» La porte s'ouvrit, laissant passer 2 des marins russes. Ils restèrent sur le seuil. D'autres gens encombraient la rue. Les Russes demandèrent « Quelqu'un est-il entré chez toi ? Nous sommes à la recherche d'un homme qui a tué notre camarade.
mais il nous a échappé. As-tu vu ou entendu quelque chose par ici ?» La vieille Lapone se tourna droit vers eux. Ses yeux brillaient comme de l'or à la lueur de la lanterne. Elle cria. « Vous me demandez si j'ai vu ou entendu quelque chose ? Oui, je vous ai entendu crier à l'assassin dans toute la ville. Vous nous avez épouvantés, moi et mon pauvre imbécile de garçon que vous voyez là. Je me suis coupé le doigt, tant j'ai eu peur, en décousant cette peau de reine. Le garçon est trop effrayé pour m'aider et voilà mon tapis perdu. Je vous ferai payer cela. Si vous cherchez un assassin, fouillez donc ma maison, et je saurai bien vous reconnaître si nous nous rencontrons de nouveau. » Elle était si furieuse qu'elle sautait d'un pied sur l'autre en agitant sa tête, comme fait un oiseau de proie en colère. Les Russes entrèrent, firent le tour de la pièce du regard, considérèrent la main rouge et la robe couverte de sang. « Ne prononce pas de malédiction contre nous, Suniva, » dit l'un d'eux d'un ton craintif. « Nous savons que tu sais faire bien des choses si tu le veux. Tiens, prends ce marque pour la peau abîmée et pour le sang que tu as perdu. » Suniva tendit la main, et quand l'homme posa la pièce de monnaie sur sa paume, elle cracha dessus. « Allez-vous-en maintenant, dit-elle, et il n'y aura pas de sang entre nous. » Quand elle eut refermé la porte sur eux, elle se mit à sucer son pouce en riant sous cape. Le jeune garçon se leva et alla se planter devant elle d'un air effaré. Il avait l'impression de planer, ses pieds ne touchant plus le sol. « Pourquoi es-tu venu à mon secours ?» dit-il. « Tu ne me reconnais donc pas encore ? Pourtant tu te rappelles le faucon pèlerin dont les pattes étaient empêtrées dans le réseau des cordages de ton bateau la Charlotte, pendant que vous voguiez sur la Méditerranée. Ce jour-là, tu as grimpé dans les haubans du grand mât pour secourir ce faucon par grand vent et forte mer. Ce faucon, c'était moi. Nous autres lapons, nous nous envolons parfois sous l'aspect de faucons pour voir un peu le vaste monde. La première fois que je t'ai rencontré, j'étais en route pour l'Afrique, où j'allais faire une visite à ma petite sœur et ses enfants. Ma sœur est un faucon comme moi quand l'envie lui en prend. À ce moment-là, elle habitait Tagunga, dans une vieille tour en ruine, qu'on appelle là-bas un minaret. Suniva emmaillota son doigt dans un pan de sa robe et le mordit. « Nous n'oublions pas, nous autres, dit-elle. Je t'avais mordu le doigt quand tu m'as prise. Il n'était que juste que je me coupe le pouce pour toi cette nuit. » Elle s'approcha de Simon et frotta doucement deux de ses doigts, pareils à des griffes, contre son front. « Tu es donc un garçon capable de tuer un homme plutôt que d'arriver en retard au rendez-vous avec ta bonne amie. Or, dans ce monde, chez les femmes, ce qui touche les unes touche les autres. À présent, je vais faire une marque sur ton front. Les filles te voudront du bien à cause de cette marque. » Après cela, Suniva joua un peu avec les cheveux de Simon et les enroula autour de ses doigts. « Écoute, mon petit oiseau, fit-elle. Le beau-frère de mon arrière-petit-fils a son bateau à l'ancre dans le port en ce moment. Il doit livrer un chargement de peau à un navire danois et te ramènera à temps à ton bateau avant le retour de tes camarades. La Hébé fera voile demain matin, n'est-ce pas? Quand tu seras sain et sauf à bord, rends mon bonnet à celui qui t'aura emmené. » Elle prit alors le couteau de Simon, l'essuya et le lui rendit. « Voilà ton couteau. Tu ne l'enfonceras plus dorénavant dans le corps d'un homme. Ce ne sera plus nécessaire, car à partir d'aujourd'hui tu parcourras les mers comme un vrai et fidèle marin. Nos garçons nous font bien assez de soucis sans qu'ils aient besoin de se massacrer les uns les autres. »
Le jeune garçon, tout décontenancé et étourdi, balbutia quelques mots de remerciement, mais Suniva reprit. « Attends encore un peu pendant que je laverai ta veste. Je vais te faire une tasse de café pour que tu reprennes tes esprits. » Elle posa sur l'âtre une vieille bouilloire de cuivre, et quelques instants plus tard, elle versa un liquide noir dans une tasse sans anse et dit « Maintenant, tu as bu avec Suniva. Tu as bu un peu de sagesse, de sorte qu'à l'avenir tes pensées ne tomberont pas comme des gouttes de pluie dans la mer salée. » Lorsque Simon eut vidé la tasse et l'eut déposée sur la table, la vieille femme le prit par le bras et le conduisit jusqu'à la porte qu'elle ouvrit. Il fut surpris de voir que l'aube était proche. On apercevait au loin la mer recouverte d'un beau brouillard laiteux. Il tendit la main à Suniva pour lui dire adieu. Elle ne le quittait pas du regard et répéta « Nous n'oublions pas, nous autres. Toi, tu m'as tapé sur la tête au sommet du mât. Je vais te rendre ton coup. » Et elle le frappa sur l'oreille si fort qu'il vit tout vaciller autour de lui, comme s'il se fût trouvé en haute mer. « Nous voilà quittes, » conclut Suniva en le regardant de ses yeux brillants de malice, et elle le poussa dehors. Du seuil, elle lui fit encore quelques signes de tête. C'est ainsi que le jeune matelot rejoignit la Hébé, qui devait lever l'ancre le lendemain vers midi. Il vécut assez longtemps pour pouvoir raconter lui-même cette histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. À très vite.